Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Covid-19, hydroxychloroquine à la barre. Nous en parlons avec le professeur Didier Pahaoult Mekwevi. Il est médecin épidémiologiste et chef du département de santé publique à l'Université de Lomé. Nous sommes aussi avec le professeur agrégé Batomayena Bakoma. Il est pharmacien phytochimiste, expert en homologation de médicaments, membre du bureau directoire du Comul 19, la cellule mise en place par l'Université de Lomé pour trouver un remède local au coronavirus. Notre troisième invité, Gilbert Seignon Choleyanou, médecin secrétaire général du Saint-Fort, médecin chirurgien, je crois. Alors, avant la pause, nous étions en train de parler de l'hydroxychloroquine administrée notamment dans votre pays, le Togo. Alors, je t'ai en train de demander, est-ce qu'il y a des observations cliniques de l'utilisation de cette maladie par les structures de prise en charge ici? Oui, non. Si, il y a des observations cliniques, c'est-à-dire que lorsque les patients arrivent, on recueille toutes les informations sociodémographiques, les informations cliniques, les informations biologiques. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de pouvoir les analyser et de tirer des conclusions à la togolaise. Donc, pour le moment, des conclusions ne sont pas tirées. Est-ce à dire qu'on va continuer pas à traiter avec l'hydroxychloroquine au Togo? C'est ça, professeur Bakoma? Oui. Est-ce qu'il y a une autre molécule? Est-ce qu'il n'y a pas une autre molécule? En fait, pourquoi fondamentalement on a adopté des molécules existantes comme l'hydroxychloroquine et la chloroquine? Parce que pour faire sortir un nouveau médicament aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle cette pathologie tue, ça va prendre du temps. Donc, c'est pourquoi c'était mieux de penser aux médicaments déjà existants. Mais quand on sait que le Lancet dit que l'hydroxychloroquine n'a pas de valeur ajoutée, ça veut dire que qu'on la prenne ou pas, ça ne change pas grand-chose dans le traitement. On ne sait pas encore. Donc, il faut des études vraiment... en tout cas, chez nous, en Afrique, on prenait toujours de la chloroquine. On a toujours croqué la chloroquine. On n'a jamais, en tout cas pour l'instant, attribué des décès à la chloroquine. Mais si quelqu'un dit qu'il a démontré in vitro dans une éprouvette que la chloroquine peut tuer le virus, nous les Africains qui avaient eu l'habitude de croquer la chloroquine, pourquoi ne pas l'essayer? C'est tout. Docteur Choleyanou, à la suite de Lancet, l'OMS a suspendu, vous l'avez dit, son étude clinique. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour que les autres pays arrêtent aussi de traiter avec l'hydroxychloroquine? Non, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante. L'OMS actuellement est un peu perdu aussi, quand on voit ce qui se passe. Donc, du coup, oui, ça ne suffit pas à faire cela. Je pense que l'OMS aurait peut-être gagné en demandant à d'autres experts d'analyser ce que Lancet a publié. C'est comme si aujourd'hui l'OMS s'en tient uniquement pour Lancet, quoi. Genre, comme c'était parole d'évangile et puis il n'y a plus d'autres vérités ailleurs. Non, la science n'est pas comme ça. On aurait pu gagner à analyser les biais de la publication du Lancet et voir un peu. Donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à prendre des décisions radicales tout de suite. Parce que les mensonges d'aujourd'hui peuvent devenir vérité de demain. Malheureusement, c'est ça. Et les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir mensonges de demain. Vu même qu'il y a des médicaments qu'on a utilisés pendant plusieurs années qui se révèlent aujourd'hui des médicaments toxiques. Voilà. Pour les maladies pour lesquelles on les utilisait. Donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, c'est plutôt la voie de la modération qui est le deuxième principe d'Hippocrate qu'il faut respecter. Modération et humilité en science, c'est fondamental. Mais pourquoi l'OMS se perd-elle de cette façon? On a vu dans l'histoire du Covid organique, c'est aussi, moi j'ai vu la façon dont on a critiqué ce médicament. Et ensuite, son directeur a eu des échanges très courtois avec le président malgache et a accepté d'envoyer des espèces qui auraient pu être faites dès les premiers jours. Alors, qu'est-ce qui se passe, professeur Ekwevi? En fait, l'OMS, c'est un secrétariat. C'est un secrétariat scientifique. C'est pas un groupe de chercheurs. C'est-à-dire, ils ont des idées. Sur l'essai Solidarity, ils ont demandé à des pays de participer, mais ce sont les pays qui donnent les informations.
Après, l'OMS, qu'est-ce que l'OMS fait? L'OMS compile l'ensemble des données disponibles et l'ensemble de toutes les publications disponibles pour faire des recommandations. Au tout début, l'OMS était contre un peu l'hydroxychloroquine en disant, puisque la recommandation de l'OMS était claire, il n'y a pas de traitement valide, efficace contre le Covid-19. Donc, ce sont les pays qui sont souverains, qui prennent des décisions par rapport à la prise en charge de leurs concitoyens. Et c'est ce qui s'est passé. L'OMS est un peu en difficulté, il faut dire les choses telles, parce que on leur reproche la gestion de l'épidémie. Je ne sais pas s'ils sont responsables, je ne pense pas qu'ils soient complètement responsables. Et dans les épidémies, on a toujours reproché des choses à l'OMS, que ce soit dans l'épidémie d'Ebola, que ce soit dans l'épidémie du coronavirus. La gestion d'une épidémie, d'une manière générale, elle est difficile. Compliqué. Et la gestion d'une nouvelle épidémie, d'un virus émergent, est doublement plus difficile. Donc, il faut tolérer de temps en temps quelques prises de décision rapides de l'OMS, mais c'est à nous, on est souverains, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs qui peuvent nous joindre en direct sur le plateau à travers nos réseaux sociaux, nos comptes Facebook, Twitter et WhatsApp. On va commencer avec le 90 18 67 qui vous salue, vous tous au plateau. Alors, si au départ, il y avait des doutes sur la recherche de Didier Raoult, pourquoi le Togo a adopté l'administration de l'hydroxychloroquine aux malades atteints du coronavirus et veut continuer avec ce médicament selon le coordonnateur de la cellule Covid-19. Deuxième question pour le professeur Bakoma. Qu'en est-il du remède togolais promis il y a quelque temps au cours d'une émission? Je vous ai même reçu sur ce même plateau. Je commence avec cette question, professeur Bakoma. Pour ce qui est du remède contre la Covid-19, je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver un médicament contre cette maladie-là, Covid-19, où 80% guérissent naturellement, Oui. ça va être compliqué. Il faut plutôt penser à un vaccin. Il faut être clair, il faut penser à un vaccin. Un remède qui va guérir les malades de Covid-19, ça va être vraiment, scientifiquement, ça va être un peu compliqué. Ça, il faut dire vrai. Qu'en est-il du Covid organique? C'est du médicament camerounais et même gabonais. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, on peut peut-être proposer des remèdes qui vont aider les systèmes immunitaires à lutter contre... Être plus robuste. Oui, être plus robuste, à lutter contre la pathologie. C'est ce qu'on peut, à mon avis, c'est ce qu'on peut faire. C'est le cas, par exemple, des Covid organiques de Madagascar, qui n'est pas encore... dont l'efficacité n'est pas encore prouvée. Je crois qu'ils sont en train. Et nous, à notre niveau, au Togo aussi, nous sommes aussi sur des pistes. Nous sommes en train de travailler. Si les conditions et les moyens sont associés, je pense qu'on pourra ça avoir... Ça veut dire quoi en français facile? En français facile, Il faut de l'argent. il faut de l'argent. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut de l'argent pour prouver l'efficacité d'un médicament, d'un remède. Il faut de l'argent. Mais vous, est-ce que vous avez le budget aujourd'hui à proposer au pouvoir public? Dire, nous avons besoin d'1 milliard, de 500 millions pour tester un produit. Est-ce que vous avez un budget? Ce que vous appelez le milliard, 500 milliards, ça c'est de gros sous. Dans le cas de remèdes, on n'a pas besoin de ces gros sous-là. De combien avez-vous besoin? Juste un petit minimum. Je ne vais pas donner des chiffres, mais c'est juste un petit... Comment, si vous ne donnez pas le chiffre, comment pourrez-vous avoir ce qu'il faut pour... Les chiffres ont été déjà transmis à qui de droit. À l'autorité compétente. À qui de droit, voilà, qui nous écoute certainement. Peut-être qu'il y a un mécène qui est là, qui suit l'émission, qui voudrait financer. Donc, en donnant le montant... Non, c'est pas compliqué. C'est pas de gros sous. C'est pas de gros sous. 100 millions environ... C'est pas de gros sous. On n'a même pas besoin de ça.
Moins que ça, alors. moins de 100 millions. Ouais, en tout cas, c'est pas impossible ce qu'on demande. C'est juste un petit minimum. Alors, la première partie de la question, professeur Ekwevi, alors, étant donné qu'il y a des doutes sur le protocole Raoult, pourquoi non seulement votre pays l'a adopté, pourquoi il veut continuer par l'administrer? En fait, c'est très simple. Il y avait une pression médiatique énorme. J'ai vu des confrères se battre pour nous dire pourquoi depuis nous n'adoptons pas l'hydroxychloroquine, que ça marche. Donc il y avait une publication qui plaidait en faveur, qui disait qu'il y avait une baisse de la mortalité. On a une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement. On a un produit qui est accessible, que nous connaissons, que nous utilisons depuis 42 ans. Donc, on a pris parmi les produits qui étaient des candidats, le produit qui était le plus accessible. Et la conclusion était, nous ne perdons rien. Maintenant, même si aujourd'hui... Le Lancet dit que vous perdez le cœur. Non, pour le moment, on n'a pas observé au Togo. Même si aujourd'hui, on décide de manière souveraine de retirer l'hydroxychloroquine, on n'a quel médicament? On va observer les gens? C'est ça la difficulté du Covid-19. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Et je vous ai posé une question tout à l'heure. Si vous avez le Covid-19 par hasard, est-ce que vous n'allez pas prendre l'hydroxychloroquine? Nous allons tous prendre l'hydroxychloroquine. Et nous avons même réalisé une étude au Togo. On avait demandé aux patients, aux sujets qui ont participé, est-ce qu'ils ont pris des médicaments à titre préventif? 31% des sujets ont pris un médicament à titre préventif, y compris de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, soit de la vitamine C et des plantes traditionnelles. Nous allons passer au 90 29 75 51. 90 29 75. Alors, il dit ne comprend particulièrement pas l'OMS jusqu'alors. L'OMS nous propose quoi? Allons nous laisser les gens mourir? Elle ne propose aucun remède. Au même moment, elle refuse les protocoles existants qui nous apportent des guérisons. Le produit malgache aussi fait ses preuves. Je pense que l'OMS doit s'autocritiquer pour faire une proposition réaliste que de rester dans la spéculation. C'est Setso qui nous écrit de Djidjolé. Professeur Bakova. Oui, l'OMS n'a rien à nous proposer. L'OMS fait généralement des recommandations et chaque pays est souverain par rapport aux moyens dont il dispose pour prendre les décisions qu'il faut. Et pour ce qui est de Covid organique, la réaction de l'OMS par rapport à ce médicament, il faut dire que là, l'OMS fait dans un premier temps son boulot. L'OMS a fait son boulot parce que je pense que le président malgache aussi avait réagi comme Didier Raoult. C'est-à-dire, il a trop médiatisé et son produit. Généralement, quand on médiatise un médicament comme ça, dont l'efficacité n'est pas encore prouvée, je pense que c'est ce qui arrive à la chloroquine. Il y a beaucoup de mésusages. Il y a beaucoup de mésusages. C'est-à-dire que l'utilisation n'est plus adéquate. Ça va dans tous les sens. Rien n'est plus respecté. Et à la fin, on ne peut pas évaluer exactement le résultat. On ne peut pas savoir si réellement le médicament est efficace ou pas. Et il y a aussi conflit d'intérêts quand il y a beaucoup de médiatisation. Par rapport au Covid organique, je pense que c'était sur la base de quelques cas guéris que le président malgache a commencé par médiatiser. Alors que nous savons bien que ça peut être le fruit du hasard. Absolument. Mais aujourd'hui, ça dépasse le hasard, puisqu'à Madagascar, ils ont enregistré un petit décès. Donc, quelle est la conclusion que vous donnez? Que d'une manière ou d'une autre, le Covid organique a pu jouer un rôle. Ils n'ont eu que quoi? Combien de décès? Combien de décès? Un petit décès. Un petit, combien? Combien? Au prime abord, il disait que Covid organique... Ils ont eu un décès officiel. Attendez. Au prime abord, quand Covid organique est sorti,
je me rappelle bien, le président malgache disait que ça prévient Oui, et ça guérit. c'est préventif et curatif. Bon, après, quand on a commencé par avoir des cas, ils ont enlevé prévention. Non, le Ils- prévention, ils en parlent toujours. Ils en parlent. Bon, moi, pourquoi les cas, il y a toujours des cas. Donc c'est fini. Il n'y a plus de Covid-19 chez les Malgaches. Il y en a plus. Bon, une chose est Puisqu'il sûre, disait le qu'il cas donnait ça à tout le malgache monde. est mieux maîtrisé que dans beaucoup de pays africains. Attendons de voir. Je C'est pense que relatif. oui, c'est vraiment attendons de voir. Je pense qu'après, l'OMS a jugé bon de les accompagner dans un processus pour vérifier effectivement l'efficacité de ce Médicament. remède-là. Ouais. Ben, on va adresser une question à Dr Charles Lignanou aussi, le 96 06 79. 96 06 79. Merci pour la hauteur des échanges. Oui, donc vous en êtes félicité. Voici ma question. Il n'y a pas une autre façon de donner les chiffres liés donc à la maladie, à la pandémie. Aujourd'hui, nous avons 206 cas guéris et très souvent, ce sont les cas confirmés au total qui sont mis en avant dans les communications. Ne serait-il pas mieux de nous donner simplement le nombre de malades en traitement, les cas guéris et des fois les décès? Est-ce que... Non, je pense que, bon, c'est peut-être la lecture, la lecture de la présentation des cas qui fait comme ça peut un peu prêter à confusion. Sinon, c'est assez clair quand même. Oui, c'est Entre assez les- clair, mais la question, il se pose, est-ce que c'est nécessaire encore de donner le chiffre global, étant donné qu'un certain nombre déjà guéris, rentrés, vagues à ses occupations depuis. Non, c'est important de donner le chiffre global. Ça nous permet de suivre l'évolution de la maladie. Oui, C'est- vous, en c'est- tant que c'est praticien, important. mais est-ce que les autres, tout le monde a besoin forcément de ces chiffres? Si, le nombre total de cas confirmés, on l'a. Le nombre de cas actifs, ceux qui sont encore en train de faire la maladie, on l'a. Le nombre de cas guéris, ceux qui n'ont plus la maladie, on l'a. Le nombre de décès, on l'a aussi. Donc oui, c'est important d'avoir une vue globale de la maladie. Donc, d'où les cas actifs, les cas confirmés, les cas décédés, les cas guéris. Oui. Alors, professeur de Kovi, vous, en tant qu'épidémiologiste, vous avez besoin forcément de ces chiffres. Est-ce que le vendeur de Colico, là aussi, il a besoin qu'on lui donne tous les jours le nombre de cas total, le nombre de guéris, etc., etc. Oui, si nous ne donnons pas les chiffres, l'information qui circule, c'est que nous cachons la réalité. Ouais, Supposons que nous ne vous les donnons pas... donnez, mais ça n'empêche pas qu'on dise Non, que les chiffres si on sont ne tout- donne pas le nombre de cas guéris, on nous reprochera que nous traitons des gens qui ne sont jamais guéris. Voilà. Mais au-delà des chiffres, ce que nous avons l'habitude de dire, c'est qu'on construit des indicateurs épidémiologiques. Et ces indicateurs nous permettent de nous comparer par rapport aux autres pays et d'ajuster nos stratégies de prise en charge. Donc, si je prends le cas concret de la mortalité, nous avons une mortalité ou une létalité qui est le terme exact autour de 3%. Un peu supérieur à la sous-région ouest africaine. Et tout ceci nous permet d'ajuster nos stratégies. On peut les comparer selon le sexe, selon la tranche d'âge des enfants. Et à partir de là, on essaie de voir quelle partie de la stratégie thérapeutique nous devons améliorer. C'est important de donner toutes les informations. 91 62 16 91 62 16 que nous dit ce téléspectateur de Cara, c'est Richard Tagouin, c'est un fidèle téléspectateur. Bonjour à Cara. Ma question est la suivante. Que cache réellement la critique, ou j'allais dire la banalisation de l'hydroxychloroquine? S'agit-il du souci quant aux effets néfastes de cette hydroxychloroquine, comme on nous le dit, ou d'un procès scientifique non ouvert contre ce médicament? Professeur Bakouba. C'est ceux qui combattent l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui peuvent nous situer exactement. Sinon, nous avons juste analysé une publication et relevé les limites de cette publication qui ne nous permet pas d'aller dans le sens de cette conclusion qui tend à dire que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine serait toxique. Alors que la chloroquine, nous, on l'a toujours utilisée ici en Afrique, et plus précisément au Togo, depuis 40 ans.
je ne pense pas qu'on ait eu observé ces genres de toxicité. Bon, peut-être on peut dire que nous ne faisons pas d'autopsie, c'est possible. Que nous ne faisons pas des autopsies après des décès pour savoir pour déterminer réellement les causes. Mais pour l'instant, bon, je ne pense pas qu'on ait observé des intoxications ou des toxicités liées à l'utilisation de la chloroquine chez nous. Sinon, on devait en parler. Voilà. 99 48 30, 99 48 30. Docteur Choleganou, à vous. Alors, merci d'avoir organisé ce programme pour éclairer notre lanterne. Je suis curieux de savoir comment les 80% dont vous parlez qui guérissent naturellement, comment cela arrive. Il veut comprendre, hein, étant donné que c'est une maladie nouvelle et que personne n'est préparé à ça. Non, ce sont les études qui ont révélé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que c'est un peu comme le rhume. Classiquement, on ne prend pas de médicaments, on ne traite que les symptômes du rhume. Donc c'est un peu comme le rhume et dans la plupart du temps, les gens guérissent juste par un traitement symptomatique. Et donc c'est pareil aussi pour la maladie du Covid-19. Donc 80% des cas guérissent naturellement, juste en traitant peut-être des symptômes. Alors c'est les 20% qui évoluent, soit dans des cas symptomatiques, qui peuvent évoluer vers des complications. Oui. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette maladie, telle qu'on la voit évoluer, on se rend compte que c'est plus les facteurs de risque, les maladies qu'on a, on parle de comorbidité, qui en fait vous conduisent à la mort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Les hypertendus, les diabétiques, les gens qui ont des antécédents pulmonaires, ces gens-là sont sujets à subir une complication, donc qui peut amener ces gens au décès. Globalement, ceux qui sont, comme nous, jeunes, en forme, sans antécédents particuliers, classiquement, ne vont pas jusqu'aux complications. Donc, il faut comprendre que, et c'est en cela que quand le professeur Ekwebi dit trouver un médicament, ce serait franchement quelque chose d'extraordinaire. C'est justement pour ça. Ça ne serait même pas très rentable. C'est pas sûr qu'on trouve un médicament, mais un vaccin, oui. Donc, c'est un peu ça l'explication. Donc, 80% globalement ont une guérison naturelle. Et c'est même pour ça que je reviens sur le problème de Madagascar. Par rapport aux chiffres, on parlait d'un petit nombre de décès. Non, ils sont à plus de 6 décès déjà. Et à 169 guérisons. Le Togo fait mieux en termes de cas guéris, sans le Covid organique, excusez-moi du peu. Ouais. D'accord? Donc, vous comprenez que c'est aléatoire. On ne peut pas faire ce débat sur la base de la passion. Ce n'est pas possible. Restons factuels et voyons les preuves. Donc, pour moi, c'est ce que je peux expliquer aux téléspectateurs. 90 56 12 86 56 12. Le téléspectateur nous écrit de Cara. Oui, c'est James qui nous écrit de Cara. Alors, il nous dit, selon les statistiques, il montre un petit tableau à l'appui, hein, il est bien renseigné. Le Covid-19 n'est pas la plus meurtrière des maladies. Hein. Il nous demande de voir le tableau. Alors, pourquoi autant de bruit autour de cette pandémie, n'est-ce pas, à des fins économiques? Non, c'est pas parce que c'était une épidémie. Et cette épidémie, c'est-à-dire qu'il y a eu des foyers, et cette épidémie a évolué rapidement vers ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire que dans plusieurs pays. Au moment où il y avait l'épidémie, si on n'avait pas pris toutes les mesures, c'est-à-dire la fermeture des frontières, empêcher les voyageurs de venir, boucler Lomé, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de décès. Et vous avez observé ce qui s'est passé dans les pays développés, c'est-à-dire il y avait une surcharge hospitalière telle que les pays n'étaient pas préparés. Et c'est ce que nous disons. Nous avons eu 3 mois de voir l'épidémie se développer. Et nous nous sommes préparés pendant ces 3 mois. Maintenant, cette épidémie évolue vers ce que nous appelons une endémie, c'est-à-dire que la maladie va durer sur le temps. Comme le VIH, comme les hépatites virales B, comme les hépatites virales C. Et vous allez voir que progressivement, on va répartir les moyens sur toutes les maladies. Mais il fallait, au moment de l'urgence, se préparer. Surtout que l'OMS nous avait dit, attention, de se préparer au pire. Et donc, on ne peut pas te dire de te préparer et de ne pas prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cette guerre sanitaire. Donc voilà, Mais quand on prend les chiffres,
À l'échelle mondiale, aujourd'hui, les big data, sur Ouais, les causes- les data. sur les causes de décès, dans le monde, Covid-19, ça fait 237 000 morts. Là où le cancer fait 2 700 000 morts entre le 1er janvier et le 1er mai, où la malnutrition fait plus de 3 700 000 morts, les maladies infectieuses 4 300 000. Je peux vous citer d'autres maladies. Le paludisme en a fait 327 000. Le Covid-19 ou la Covid-19, si vous voulez, ça fait 237 000. Ce qui veut dire que de loin, Covid-19 est la maladie la moins meurtrière. Donc, si on n'avait pas pris les mesures, il faut que les gens sachent, parce qu'on a pris des mesures, que nous sommes à 237 000 morts. Ouais, ouais. Si on n'avait rien Oui, fait, peut-être que toi et moi, on ne serait même pas sur ce plateau en train de discuter. Non, mais la Mais, question, c'est... docteur Non. Tchalayanou, on parle des mesures prises en Afrique, mais franchement, vous, quand vous voyez les gens dans la rue, la promiscuité, franchement, vous pensez que ces mesures ont pu limiter les dégâts, là? Ah si, si. Ah, si, oui. Si, non, Moi, non. je- Il y a des mesures qui ont limité les dégâts. Et le Togo fait partie des pays qui ont pris rapidement des mesures assez fortes. Ça, il faut le connaître. Des mesures Le- fortes, le- mais ce que non, vous le voyez dans les bouclage des rues, 4 moi, Le blocage des 4 premières villes, c'était salutaire. Ah oui. Mine de rien, les gens pensent que c'était... Non, mais c'était une mesure forte qu'il fallait prendre en ce moment-là. Maintenant, quand on parle des mesures barrières et que chacun, bon, selon, c'est pas moi, sa liberté, essaie d'appliquer comme il veut, j'insiste là-dessus en disant que le port de masque, par exemple, pour moi, je crois qu'il faut le systématiser. Une fois que la distanciation physique ne peut pas être respectée, mais il faut qu'on porte le masque dans les espaces publics. Pour moi, c'est une obligation. Oui, les mesures barrières, il faut les respecter. Je tiens aussi à dire une chose. Il ne faut pas réduire le caractère néfaste d'une maladie uniquement qu'à l'aune de la mortalité. Hein. Il y a les implications économiques qui sont derrière. Ouais. Dites-moi quelle maladie a cloué au sol les avions? Quelle maladie a aussi impacté le tissu économique à ce jour? Le cancer, vous pensez? Le VIH-Sida? Aucune maladie en dehors du Covid-19 n'a autant impacté l'organisation structurelle de notre société. mais il a renforcé le tissu conjugal. C'est selon, parce que dans d'autres pays, il y a beaucoup de bagarres. Il y a beaucoup de bagarres. En effet, ils sont... L'environnement se porte très mieux, d'ailleurs. Donc voilà. 91 42 53, 91 42 53. Pourquoi le laboratoire Lancet nous déclare, après ses prétendues études, bon, il est allé très fort, hein, que l'hydroxychloroquine est nocive ou même toxique, alors que nous utilisons ce produit en Afrique depuis plus de 40 ans, sans qu'aucun laboratoire ne lève son petit doigt. Et maintenant, c'est à l'apparition de Covid-19 qu'il trouve qu'il est toxique. Pour qui ils nous prennent? Ah, il est très remonté, nos téléspectateurs. Non, Non, c'était connu. Hein. C'est-à-dire que les complications cardiaques liées à l'hydroxychloroquine et l'association à l'azithromycine, ça a été rapporté depuis très longtemps dans la littérature. C'est connu. De deux, il faut savoir aussi que l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est utilisé dans les maladies inflammatoires, En rhumatologie. en rhumatologie. Et même des études ont montré que des patients qui avaient les maladies inflammatoires, qui prennent de l'hydroxychloroquine tout le temps, ont développé du Covid-19. Donc, nous sommes en science. Dépassionnons le débat, nous accumulons les données, nous allons analyser les données et nous ferons ce qui est bien pour la population. Vous avez votre avis sur la question. L'ancien Premier ministre, enfin, je dis Premier ministre, ancien ministre français, Philippe Douste-Blazy, aussi a son avis sur la controverse liée à l'hydroxychloroquine. Lui, il émet beaucoup de réserves sur cette étude de Lancet. On va écouter Philippe Douste-Blazy, reçu par nos confrères de BFM TV. Et vous allez, ensemble, on va analyser ses propos. À tout de suite. Est-ce qu'on a Philippe Douste-Blazy? Non, apparemment, non. La réalisation me signale que l'élément n'est pas encore prêt. Le temps, donc, de vous demander, hein, les médecins, est-ce que vous êtes sereins aujourd'hui dans le traitement de la maladie à coronavirus, avec toutes ces informations, ou dans votre chaise aussi Merci. On est serein. Non, je pense qu'on est devant une telle situation? Non, on est serein. Nous, les médecins, on est serein.
personnel soignant en général. Vous êtes je serein le dis. quand il n'y a pas de nouvelles sereines. Ben oui, on est serein. Parce que la première qualité d'un soignant, c'est de ne jamais perdre la maîtrise de soi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Lorsqu'un soignant perd la maîtrise de soi, c'est que c'est la catastrophe qui arrive. Lorsqu'un soignant a peur, donc le malade meurt. Donc pour nous, la peur n'est pas autorisée. Donc la sérénité est de mise. Est-ce que vous comprenez? Mais elle n'empêche pas d'avoir de petites inquiétudes. Et c'est des inquiétudes positives, dans ce sens où nous devions réfléchir ensemble à trouver des solutions à cette maladie-là. Donc oui, actuellement, nous n'avons pas de préoccupation majeure, si ce n'est de pouvoir repenser comment nous devions faire la médecine à l'aune de cette nouvelle maladie et des maladies émergentes. Je crois qu'on doit vivre avec le Covid-19. Et donc, il faut que nos hôpitaux s'adaptent à cette nouvelle forme de gestion. Et ça, je pense qu'il faut qu'on aille à une table ronde médicale au Togo pour réfléchir sur la question. Comment est-ce que les hôpitaux togolais doivent se réadapter à cette nouvelle exigence sur le plan épidémiologique, qui est l'apparition des maladies émergentes. Vous voulez dire qu'il est grand temps de démocratiser la prise en charge, parce que jusqu'à présent, c'est une affaire, on va dire, de spécialistes réunis dans un coin. Et il est temps maintenant de libéraliser la prise en charge. Elle est quasiment décentralisée, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas que le seul CHR de Lomé Commune qui s'occupe des cas. Dans toutes les préfectures, quasiment toutes les régions, tout au moins, on a un centre de prise en charge. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ces centres spécifiques? Absolument. Parce que j'ai écouté un médecin dire que n'importe quel infirmier peut s'en sortir avec cette affaire de Covid-19. Non, il ne faut pas trop banaliser les choses comme ça. C'est réducteur. Il ne faut pas le dire comme ça. Mais il faut quand même préparer nos centres, nos hôpitaux à recevoir et à vivre avec. Donc, du coup, penser à des circuits Covid, à des circuits non Covid dans les hôpitaux et faire en sorte que le personnel soignant puisse avoir les éléments essentiels pour se protéger et prendre en charge ces cas. Ouais. Philippe Douste-Blazy, c'est prêt maintenant. On va l'écouter sur l'étude réalisée par The Lancet. Il est très critique, l'ancien ministre français. C'est ça le grand sujet, c'est que, en fait, cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison que vous allez bien comprendre, c'est que dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves que dans le groupe contrôle. Donc, on a mis des gens qui étaient en comorbidité, hypertension artérielle, surcharge pondérale, diabète, et surtout avec besoin d'oxygène. Vous avez 20%, d'ailleurs les auteurs le reconnaissent, enfin c'est écrit, donc 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7%. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez des hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études biaiseraient, c'est-à-dire... C'est ça, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet que l'on se pose tous, au fond. Vous connaissez ces conférences Chatham House à Londres. Rappelez-nous exactement. Alors, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des réunions complètement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos, il n'y a pas de... C'est uniquement entre experts. Top secret. Top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Lancet, qui est donc la revue dans laquelle cette étude ce sont des revues extraordinaires, ce sont des revues, quand c'est écrit dans Lancet, je veux dire, c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là, on parle de quelque chose de très important, là, cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron de Lancet, Horton, a dit, maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent
à cela. C'est très très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait Ah dire oui. que ce sont les laboratoires pharmaceutiques Oui. qui mettent Oui. la pression, une Oui, pression oui, y compris oui. financière, Mais j'imagine, c'est pas moi qui- sur les résultats scientifiques. Oui, Mais non dans ce seulement je domaine-là, le- vous comprenez qui on peut croire Non, mais bien encore sûr. aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un des plus grands sujets. Enfin, jamais personne n'aurait pu croire, comme moi j'ai fait de la recherche pendant 20 ans de ma vie, jamais j'aurais cru que le patron du Lancet puisse dire ça, et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Il a même dit que c'était criminel. Le mot a été employé par eux. C'est-à-dire que si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars. Voilà, c'est sans appel. Hein. Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre français de la Santé, interrogé par un confrère de BFM TV. Professeur Kovi, vous voyez-vous dollars ou mort quand on parle de Covid-19? J'ai pas compris. Non, soyons sérieux. Au fait, il y a trop de passion. Il y a trop de passion dans l'hydroxychloroquine. Donc l'interview de Douste-Blazy est aussi biaisée selon vous? C'est totalement biaisé parce que Philippe Douste-Blazy est un pro-Raoul et il a déclaré dès le début qu'il faut donner de l'hydroxychloroquine. Il a même souhaité que l'hydroxychloroquine puisse être donnée aux médecins de ville. Deuxièmement, il est dans le conseil d'administration, le conseil scientifique de l'Institut de Didier Raoult. Donc, troisièmement, excusez-moi le terme, il a mal lu l'article. Il a mal lu l'article, c'est-à-dire qu'il a confondu ce qu'on appelle un critère de jugement, un outcome, parce qu'il disait, puisque ce qu'on a étudié, deux choses, hein, la mortalité et la survenue des complications cardiaques. Ouais, c'est ça. Les sujets dont il parlait, qui ont besoin d'oxygène, c'était des outcomes, c'est-à-dire que c'est l'évolution de ces sujets. Donc tout le monde peut venir à la télé et tout le monde peut dire ce qui l'intéresse. Et donc, il a défendu des positions pro-Raoult. Il ne peut pas revenir en arrière, c'est tout. Donc, c'est pas parce que c'est Philippe Douste-Blazy qu'il faut prendre tout ce qu'il dit comme étant la communion. Nous sommes des scientifiques. Quelle que soit la personne qui parle, quelle que soit la revue, nous les analysons et nous prenons nous-mêmes nos décisions. 90, 89, 98. 90, 89, 98. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande François Delomé, à part là tous les maux de gorge et autres, avez-vous découvert d'autres symptômes permettant de soupçonner une personne malade de Covid-19? Est-ce qu'il y a d'autres signes? S'il y a d'autres signes, il y a des signes digestifs comme la diarrhée. De plus en plus, oui, comme la diarrhée, de plus en plus des cas sont découverts juste parce que des gens font de la diarrhée. Et ça, c'est des signes qu'on a dû trouver chez des patients hospitalisés qui n'avaient ni toux ni fièvre, mais qui vous font une diarrhée suspecte. Et puis, en faisant le test, on se rend compte que bon, voilà, ils sont Covid plus. Donc voilà, il y a d'autres signes, oui, qui sont en train d'apparaître aussi bien au niveau neurologique aussi que digestif. Vous avez d'autres éléments? Non, l'autre élément, c'est que il faut pas seulement... C'est un peu compliqué, le Covid-19. C'est pas comme Ebola où tout le monde va présenter des signes. Vous avez 80% des gens qui ont des formes asymptomatiques, qui n'ont aucune manifestation. Peut-être qu'on est porteur de Covid ici, on ne sait pas. Et puis vous avez 15% qui vont présenter des formes cliniques. Et c'est ce que Dr. Tchanayan nous a dit, céphalée, tout, perte de l'odorat, perte du goût, etc. Et après, vous avez 5% qui font des formes de détresse respiratoire d'emblée. C'est-à-dire, dès qu'ils sont malades, au bout de 2-3 jours, vous n'arrivez même plus. Ils ont un tableau de détresse respiratoire direct. Donc, c'est très compliqué. Mais c'est que les 80% qui sont asymptomatiques, qui entretiennent l'infection et qui transmettent l'infection aux autres. Donc, c'est pour cela qu'on dit la responsabilité individuelle, la responsabilité collective de tout le monde est engagée. C'est pour cela que nous disons qu'il faut porter le masque. Alors, les formes asymptomatiques sont-elles définitivement asymptomatiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une forme asymptomatique et après développer la maladie? Tout à fait. La seule, disons, je ne vais pas dire la seule étude, il y a une expérience qui a été faite sur un bateau qu'on appelle le Diamond Princess.
Il s'est fait que malheureusement, les gens sur ce bateau ont été infectés. Lorsqu'on a testé pratiquement tout le monde, c'était à peu près 3000, il y a 45% qui ont présenté des formes asymptomatiques. Et comme ils étaient obligés d'être sur le bateau, à la fin, on en a retrouvé 20 à 30% qui sont restés asymptomatiques. Donc tu peux être asymptomatique et développer après des signes, et tu peux être asymptomatique sans développer du tout des signes. Mais les proportions varient en fonction des localisations géographiques, des facteurs génétiques, de plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Sauf que dans votre bateau, on ne sait pas si entre-temps les asymptomatiques n'avaient plus de charge virale avant de refaire la maladie. Ça, c'est à discuter, on peut revoir. Non, mais de toutes les façons, actuellement, il y a la sérologie qui est faite. Oui, qui est faite et on se rend compte que des gens qui ne se savaient pas malades, après le test sérologique, ont des anticorps. Donc, qui ont fait la maladie sans savoir qu'ils étaient malades. Donc, oui, il n'y a pas de problème. On peut être asymptomatique sans le savoir. Non, c'était pas la question. Est-ce qu'on peut être asymptomatique aujourd'hui, guéri, faire la maladie après? Oui, et ensuite revenir faire la maladie après et avoir eu la forme grave. Non, dans ce cas, c'est autrement dit, est-ce qu'on est immunisé après la forme asymptomatique? Non, est-ce qu'on est immunisé? Est-ce qu'on va faire une réinfection? Une réinfection oui. Qui va développer la maladie après? La question de la réinfection est une question extrêmement difficile. Nous en avons discuté beaucoup avec nos collègues. Faire une réinfection vraie semblerait ne pas exister. C'est contre les lois de la virologie. Mais par contre, il semblerait que des sujets peuvent être négatifs, mais qui peuvent relarguer le virus à un moment donné parce que le virus est resté au niveau pulmonaire. Et donc, ça devient une nouvelle infection qu'on redécouvre après 2 charges virales qui sont négatives. Je ne peux pas l'expliquer en plus. Donc, c'est plus une nouvelle positivité du test qu'une nouvelle réinfection vraie. Ça devient complexe. Voilà, c'est pour ça que... Partons sur le principe que ce n'est pas possible de faire une réinfection. Une réinfection. Partons sur le principe que ce n'est pas possible de faire une réinfection. Et que même d'ailleurs, les partisans de l'immunité collective commencent par dire que oui, avec le fait qu'on ait des anticorps, donc on peut espérer que nous puissions avoir une immunité collective. On va répondre à Daniel Faninou qui nous écrit d'Atapamé 90 34 75 90 34 75. Alors, quelles dispositions pensez-vous que le gouvernement, les enseignants, les élèves, voire les parents doivent prendre chacun en ce qui concerne la rentrée probable le 8 juin? Parce que cette affaire de 8 juin, ce n'est pas confirmé. Les classes d'examen, bien sûr. Professeur Bakouma. Est-ce que c'est confirmé? Non, pas de confirmation officielle. Oui, donc s'il n'y a pas de confirmation... Il s'agit d'une réunion du ministère avec... les responsables du secteur, où des dates ont été proposées, notamment donc, le 8 et le 15. Donc, aucune date à l'heure actuelle. En tout cas, avant que moi, je ne monte au plateau, aucune date. Donc, s'il n'y a pas de confirmation de date, il vaut mieux continuer les réflexions pour voir quelles sont les mesures adéquates qui peuvent être prises pour que les enfants reprennent les classes. Donc, il faut continuer par travailler là-dessus. Pour voir quelles sont les propositions concrètes qui peuvent être faites dans ce sens-là. Alors, ce téléspectateur veut tacler maintenant Dr Tchaleyanou, 90 83 52. Il n'y a pas de souci. 90 83 52. Je voudrais demander à Gilbert Tchaleyanou qu'est-ce qu'il pense du port des masques artisanaux par les personnels soignants, alors que le Synfot reçoit au jour le jour des dons. Fait-il du business avec la Covid-19? Non, mais ça, c'est pas... Il ne me tape pas du tout. Ça, c'est... À la limite, c'est une sorte de caresse. Bon, bref. Non. Pour être plus sérieux, oui, le port de masques artisanaux par le personnel soignant dans l'exercice de ses fonctions attribuées, non. Ça, on l'a dit. On n'en a pas donné dans les hôpitaux pour être utilisé dans les hôpitaux. Le personnel soignant a des masques à porter. Ce sont les masques chirurgicaux, les masques FFP2 ou N95, comme ce qu'on porte là, justement. Et ça, c'est pour eux. Les masques artisanaux ont été distribués pour les patients et accompagnants de patients. Donc, pour réduire le risque de contamination du personnel soignant, parce qu'il faut quand même qu'ils aient quelque chose pour au moins éviter qu'ils postillonnent et qu'ils viennent à contaminer le personnel soignant. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Donc, De toutes les façons, il ne vous revient pas de masquer le personnel soignant, de toutes les façons. Pardon, je comprends pas. Il ne revient pas au Saint-Fort en réalité de masquer Non, ce n'est le pas personnel soignant. hein, ça va de soi, c'est une obligation. D'ailleurs, je vous rappelle que le gouvernement a pris une décision qui oblige le port de masque dans les hôpitaux. Donc, le Saint-Fort ne fait que suivre cela et demander à ce que chaque agent de santé puisse avoir des éléments de protection. On ne peut pas revenir là-dessus. Le gouvernement l'a décidé et nous allons faire en sorte que cela s'applique partout. Il n'y a pas de quoi intransiger là-dessus. Non, pour moi, c'est pas possible. Et donc, pour les masques artisanaux, on les donne aux accompagnants et aux patients qui sont dans les hôpitaux pour réduire le risque de contamination. Il n'y a pas de Covid business du tout. D'autant plus Il ne peut pas y avoir du tout ce Covid que nous business. faisons est totalement transparent. Tout ce qu'on nous donne, on les redonne et les gens voient très bien qu'on ne garde rien par devers. Voilà. De toutes les façons, c'est du small money, hein, ce qui concerne ces deux. Bon, Le ça- business n'est pas possible. Alors, on va terminer avec une question adressée au professeur Ekwevi. Au regard des explications donc, du professeur Ekwevi, c'est pas Ekwe, sur la connaissance de la maladie et la sérénité des soignants, selon le docteur Tchelianou, pensez-vous que le gouvernement puisse lever l'état d'urgence? Non, c'est une question difficile. Bon, moi, je suis dans le conseil scientifique mis en place par la présidence de la République. Nous faisons régulièrement une analyse de la situation. Oui. Nous transmettons régulièrement des rapports au gouvernement. Et il revient au gouvernement de prendre... Non, c'est pas qu'ils reviennent, nous. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avis scientifiques. Oui, Et après, on décide ensemble d'un certain nombre de choses. Hein. d'accord. Si, par exemple, si nous prenons le cas de l'école, Malheureusement, nous sommes Voilà. arrivés à la fin. Ah ben, on va se retrouver donc pour continuer la réflexion. Merci à vous, hein. Merci professeur Bakoma d'être passé, docteur Tchelianou et puis professeur Ekwevi. On va faire une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un nouveau panel. Cette fois-là, on va parler du Covid-19 à l'épreuve de l'unité africaine. À tout de suite.